Bonjour le Bénin, oui bonjour à vous citoyens d'ici et d'ailleurs. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre matinale préférée. En ce début de semaine, le Bénin se trouve à l'orée d'un moment structurant de son histoire. Une invitation, on va dire, à penser loin, à penser juste et à penser durable. Et c'est ce regard porté sur l'avenir que nous vous proposons, bien entendu, ce matin, à la veille donc du lancement officiel de la vision 2060, la stratégie nationale avec la complicité de la réalisation. La stratégie nationale de développement à l'horizon 2060 que le chef de l'État présentera demain. Nous vous proposons donc une analyse de fond. Il sera question de revenir sur le chemin parcouru. D'où sommes-nous partis? Quels obstacles ont freiné les visions précédentes? Quelles insuffisances sont aujourd'hui corrigées? Et surtout, quelle ambition collective pour le Bénin dans 34 ans? Gouvernance, croissance, capital humain, infrastructure et cohésion sociale seront au cœur de cet échange. Pour en parler, Larios Rouinou sera notre invité dans Instant Politique à suivre à partir de 7h30. Ce matin également, le cinéma s'invite sur Bonjour le Bénin avec le Festival international de films de femmes qui approche à grands pas. Une plateforme d'expression et de reconnaissance pour les femmes cinéastes mettant en lumière des récits engagés, des regards singuliers et des thématiques sociales fortes à travers une programmation riche et variée. Restez avec nous pour en savoir un peu plus. Toujours au chapitre culturel, Ciné dans la Cité s'installe du 31 janvier au 17 février 2026. Une initiative qui ambitionne de démocratiser l'accès au cinéma, de rapprocher le 7e art des populations et de faire des espaces publics de véritables lieux de culture et de partage. On en parle également. Enfin, dans notre rubrique réussite, nous irons à la rencontre de Johanna Adjovi, jeune entrepreneur, accessoiriste, créativité, résilience et audace entrepreneuriale. Elle partagera son parcours, ses défis et sa vision de l'entrepreneuriat avec nous. Information, vous l'avez compris. Analyse, vous l'avez compris. Culture, vous l'avez également compris. Et inspiration, je vous dis bienvenue dans Bonjour le Bénin qui démarre tout de suite avec l'info, la vraie, la riche et la variée. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue dans ce bulletin qu'on ouvre avec cette réaction du gouvernement suite aux propos du président nigérien après l'attaque dont a été victime son pays. Sur le plateau de l'émission Focus, le porte-parole du gouvernement était l'invité d'Ozias Sounouvou et Éric Guédénon. Un extrait de son intervention avec Jérôme Humbo et Mohamed Bio que je vous invite à suivre. Grâce à notre travail collectif et un peu malgré nous tous, le Bénin aujourd'hui, on peut le dire, toute proportion gardée, mais sans fausse modestie, on peut dire que nous sommes premiers de la classe. Ça ne fait pas que des heureux. Quand vous regardez la sous-région, de quel pays parle aujourd'hui le monde entier avec autant d'emphase, avec autant d'étoiles dans les yeux? Quelle est cette destination que les gens veulent venir découvrir quand vous allez sur les réseaux sociaux? C'est encore du Bénin. Et puis moi, j'ai été heureux de voir que, à la suite des déclarations de M. Tiani, même ses concitoyens sur les réseaux, ils disent ne pas y croire. Moi, j'ai lu beaucoup de réactions. Les Nigériens disent non, ça suffit, laissez le petit Bénin tranquille. Nous, on sait que les Béninois, ce sont nos frères, ce sont nos amis. Donc, les Nigériens même n'y croient pas. À plus forte raison, ici. Et puis enfin, il y a une sagesse quand même chez nous ici qui dit que si quelqu'un se dénude et arrache votre couverture, se met à courir avec dans la rue, ne le pourchassez pas tout nu aussi, sinon on va vous confondre. Bon, donc on s'en tiendrait à ce qui est observé, à la réaction des populations qui nous rassure. Tout à l'heure, vous avez évoqué le 7 décembre. Et nous, on sait ce qu'on a vécu le 7 décembre. Et on sait très bien quelle est la partition de certains pays de la sous-région. Pour autant, on n'est pas passé s'époumoner partout. Peut-être qu'il y a des gens qui allument un contre-feu parce qu'ils se disent qu'à un moment ou à un autre, bon, on parlera d'eux. Peut-être. C'est une façon de prendre des précautions, mais nous observons. S'il y a des menaces, ce que nous faisons depuis pour garantir la quiétude à nos concitoyens, la sécurité globale dans notre pays, l'intégrité de notre territoire, ces efforts-là, ils vont être maintenus
amplifiée. Nous ne prendrons aucune menace à la légère. Mais nous n'aurons pas de temps à perdre sur des questions ou avec des gens dont la seule vocation, c'est de nous empêcher d'avancer pour continuer à être premiers. Nous, on veut être premiers aujourd'hui, demain, tout le temps et en tout ce que nous faisons. C'est une nouvelle page qui s'apprête à s'ouvrir avec des attentes fortes autour du travail législatif. L'installation de la 10e législature est prévue pour le 8 février prochain. Et avant l'ouverture de la nouvelle séquence parlementaire, Porto Novo retient son souffle, mais pas sans s'apprêter. Les préparatifs s'accélèrent du côté de l'Assemblée nationale. Alors, comment s'annonce cette cérémonie d'installation? Réponse dans ce reportage signé Vitis Arocha et Michel Egbe. Le palais des gouverneurs s'apprête à vivre l'installation des députés de la 10e législature. L'événement a lieu le dimanche 8 février 2026. Dans les services de l'Assemblée nationale impliqués dans l'organisation de la cérémonie d'installation, on s'affaire autour de la préparation. Il y a des préparatifs qui ont déjà commencé. Et d'abord, un comité d'organisation est mis en place et qui s'occupe de tous les détails concernant l'accueil et l'installation des députés. En termes d'accueil, le 2, précisément le lundi 2, nous commençons par accueillir, par recevoir les députés ici pour les enrôler, les enregistrer à travers les informations que nous allons leur donner. Pour cela, il y a un logiciel qui a été mis en place par les services techniques pour toutes les données dont nous avons besoin pour pouvoir travailler et rendre facile la mission du député. Le passage des députés dans l'administration parlementaire pour les formalités précédant la cérémonie d'installation répond à un calendrier et se fait par circonscription électorale. Nous aurons à leur remettre un kit qui comprend les attributs d'un député, cocarde, écharpe, insigne. Nous aurons également à leur remettre des documents, notamment le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et la Constitution du Bénin, qui sont des outils importants pour leur travail, et d'autres documents dont ils ont besoin pour avoir des informations, les premières informations dont ils ont besoin sur l'Assemblée nationale. À part les services administratifs et législatifs de l'Assemblée nationale, la direction des services de l'information et de la communication s'active également pour cette cérémonie à travers les médias du Parlement. Nous avons prévu une très forte présence sur le numérique parce qu'aujourd'hui, il faut aller chercher les citoyens à leur position, notamment dans leur téléphone. Et beaucoup sont ceux qui nous suivent au moyen donc de nos différentes plateformes numériques. Donc nous avons prévu réaliser des visuels, également des contenus digitaux pour informer le plus grand nombre. L'installation de la 10e législature, comme les précédentes, est placée sous la direction du bureau d'âge constitué du député le plus âgé et des 2 plus jeunes députés. Ce n'est plus un rêve, mais bel et bien une réalité. Wedo ne se construit plus, elle vit désormais. La nouvelle cité a accueilli ses tout premiers résidents au milieu de villas flambant neuves avec des infrastructures de base intégrées. S'est tenue une cérémonie organisée par l'entreprise Simo pour souhaiter la bienvenue aux premiers bénéficiaires. Le point, ce sera avec Renaud Akakpo jusqu'à Akpovi. Avec ces logements flambant neufs qui offrent des appartements avec des finitions modernes et des villas spacieuses, la nouvelle cité qui est sortie de terre à Wedo fait souffler un vent nouveau sur la commune d'Abomey-Calavi. Les espaces verts, les rues piétonnes et les autres commodités donnent une fière allure à ce projet phare du PAG qui fait rêver beaucoup de Béninois. Dès le lancement des opérations de commercialisation, certains acquéreurs n'ont pas tardé. Ces belles bâtisses accueillent aujourd'hui ses tout premiers résidents et l'événement vaut bien une messe. Béni sois-tu, Seigneur. Inaugurée au mois de février dernier, la cité nouvelle de Wedo comprend des logements sociaux et économiques. Construire, on sait ce que c'est. C'est pas facile. Merci d'avoir pensé aux gens de l'extérieur, à ceux qui sont ici, qui ne pensaient jamais avoir un logement correct. Merci, vous avez fait un très bon travail. Nous allons effectivement prendre soin de ces joyaux que vous avez mis à notre disposition. L'occasion est tout à fait indiquée pour rappeler les modalités d'acquisition de ces logements.
Vous voulez acquérir, vous voulez accéder au logement ici, il vous faudra simplement 175 000 fois 2. Vous déposez votre dossier, vous remplissez les formulaires et nous traitons et nous vous attribuons cela. C'est pour indiquer justement que le programme est fait pour les plus démunis. C'est le programme le plus social. C'est la toute première opération de logement pour laquelle aucun apport initial n'est exigé à l'acquisition. Mais le gouvernement veut aller plus loin. Désormais, notre pays, qui est ouvert sur le monde, vu l'attraction de ce programme, a décidé justement que nous puissions ouvrir le programme à tout demandeur, qu'il soit béninois ou non. Ces logements de haut standing émergent dans une cité en perpétuelle métamorphose. Un commissariat spécial de police, des lycées et une quinzaine de sapeurs-pompiers sont annoncés pour étoffer la gamme variée des services publics essentiels. Bientôt, il y aura la construction du centre de santé. Il y a assez d'aires de jeu pour les enfants. Hier, on a fait la remise de site à une entreprise pour la construction d'un lycée scientifique et d'une école normale supérieure. Et également, j'ai dit, ceux qui vont habiter la cité de Wedo n'auront pas à se casser la tête pour aller travailler à Cotonou. La cité administrative d'Abomey-Calavi ouvrira ses portes d'ici quelques mois et pourront travailler juste à côté. Lancée par le gouvernement pour améliorer le cadre de vie, la nouvelle cité de Wedo s'inscrit dans un programme national de 20 000 logements étalés sur 14 villes. La phase d'occupation démarre donc, marquant une étape décisive dans la politique nationale de logements sociaux et économiques. Alors, que pensent les autorités locales de cette nouveauté, suivant les impressions du maire de la commune d'Abomey-Calavi et celles du représentant du préfet de l'Atlantique? La mairie d'Abomey-Calavi réaffirme sa disponibilité à accompagner durablement ce projet, notamment à travers l'amélioration des services sociaux de base, la sécurisation des espaces et le renforcement de la gouvernance locale autour de ces nouveaux pôles urbains. Je voudrais saluer avec insistance le travail remarquable abattu par la CIMO, les équipes techniques, les entreprises, ainsi que l'ensemble des acteurs impliqués, et leur engagement, leur professionnalisme et leur sens du devoir ont permis de transformer une vision gouvernementale en une réalité tangible. Vous n'avez pas seulement acquis un logement, vous avez choisi d'incarner une vision. Vous avez décidé de faire corps avec un projet national. Cela vous honore. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, grâce à l'engagement du gouvernement du président Patrice Talon, à travers le vaste et ambitieux programme innovant de 20 000 logements, le droit au logement cesse d'être une promesse abstraite pour devenir une réalité concrète. Le cinéma africain se conjugue au féminin. On parle du Festival international du film de femmes, un rendez-vous culturel qui met en lumière des œuvres portées par des femmes, mais surtout des histoires de femmes souvent invisibles sur grand écran. Zoom sur l'importance du FIF avec Saint-Tiche Quimpo. Je ne veux plus te voir chez moi. Vous me faites développer. Vous voulez me tuer. Elles ne veulent plus être de simples silhouettes derrière l'objectif. Réalisatrices, actrices, productrices. Aujourd'hui, des femmes africaines choisissent de raconter leurs propres histoires, à leur manière, avec leurs mots et leurs images. La production, elle est présente du début jusqu'à la fin. Sa présence se fait beaucoup plus remarquer et comme comédienne, parce que là, on les voit plus. Mais beaucoup de femmes sont des techniciennes. Beaucoup de femmes sont des cadreurs, beaucoup de femmes sont des monteurs, beaucoup de femmes sont des ingénieurs de son, mais on ne les voit pas parce qu'elles sont toujours derrière la caméra. Dans un secteur encore largement dominé par les hommes, ces femmes racontent aujourd'hui autrement les sociétés africaines. À travers des récits puissants, elles ne veulent plus être seulement des personnages, mais des voix, des mémoires
et des forces de transformation. C'est un festival qui permet de libérer en fait le potentiel des femmes. Les femmes béninoises sont très créatives et très talentueuses et des histoires nous avons à en raconter. Nous avons plein d'histoires à raconter. Il suffit de se poser, d'écrire et de sortir ce qu'on a en soi. Mais au-delà du film, c'est tout un combat que ces femmes mènent. Celui de la reconnaissance des femmes dans l'industrie cinématographique. Un enjeu porté à bras-le-corps par le Festival international du film de femmes qui se tient cette année du 3 au 7 février 2026. Il est peut-être le modèle des apprenants de ces classes sportives. Aye Gountosin, l'attaquant des Guépards du Bénin, a grandi loin des projecteurs mais n'a jamais cessé de progresser. De ses débuts en Europe jusqu'à sa présence en sélection nationale, il a tracé son chemin avec constance et caractère. Entre ambition et obstacles, portrait d'un attaquant qui ne sait qu'avancer. Les adieux chargés d'émotion du public zurichois à son petit prince. Dans cette même enceinte, Aye Gountosin a écrit une légende, sa légende. Un gamin du Bénin aujourd'hui en face de ce monde qui crie mon nom, ça m'a donné de la joie. À 27 ans, l'attaquant aujourd'hui sous contrat avec Lorient en Ligue 1 française s'est construit loin des projecteurs. Brique après brique, dans le silence, la patience et la résilience d'un aventurier. En 2017, Aye Goun découvre l'Europe par le nord. Le Béninois fait un choix audacieux, la Lettonie. Un championnat discret, un climat rude, mais une opportunité rare. C'est là que Tosin apprend à s'adapter, à survivre, à s'imposer. Mon agent m'a dit tu vas aller en Lettonie. Je me suis dit mais la Lettonie c'est où ça, tu vois. Et bon voilà, après je suis allé là-bas, il faisait vraiment froid et tout. Des fois à moins 20 degrés, c'est beaucoup. Mais ce qui m'a le plus sauvé, c'est parce que je parle un peu l'anglais, donc c'était un peu tranquille pour moi. Une adaptation express pour un buteur à l'appétit vorace. En 2 saisons, il met tout un pays à ses pieds, puis vient la Suisse. Zurich, un nouveau palier, une nouvelle exposition. Tossi confirme, il grandit, il marque. 3 ans plus tard, c'est en Bretagne que l'attaquant pose ses valises. À Lorient, il vit toutes les émotions du football. Une descente en Ligue 2 française, puis une remontée en Ligue 1 couronnée par un titre de champion chez les Merlus. Au cœur de l'un des 5 grands championnats du monde, Aye Goun découvre un autre football, plus exigeant, plus tactique, plus intense. En France, c'est plus physique. On travaille aussi beaucoup tactiquement, surtout à Lorient, on travaille beaucoup tactiquement. Et voilà, j'ai beaucoup appris aussi. En 2022, l'histoire prend une nouvelle dimension. Tosin est convoqué pour la première fois en sélection nationale à l'occasion de l'Antalya Cup en Turquie. Il lui suffit de seulement quelques minutes face au Libéria pour se mettre en évidence. Le match suivant contre la Zambie, il récidive. 2 sélections, 2 buts, des débuts fracassants. Tosin, je me rappelle déjà de son arrivée. C'était lors de ce tournoi en Turquie. J'avais découvert un très bon joueur et je lui avais déjà dit à cette époque, mais pourquoi tu ne viens que maintenant en sélection? Mais le corps rappelle parfois ses limites. Doté d'une masse musculaire importante, Tosin doit composer avec des blessures récurrentes. Passer au bassin des quadriceps. Ses muscles, notamment ceux de la cuisse, lâchent trop souvent. Son histoire avec la sélection devient une succession de rendez-vous manqués. C'est bien aujourd'hui qu'on n'en parle plus. Parce que ça soit dans ton club ou bien en sélection, on s'occupe bien de toi. Un club comme avec les Guépards, il suit désormais un protocole strict, précis, presque millimétré.
Il y a un protocole mis en place avant chaque entraînement et ensuite sur la récupération après match. Ces derniers jours, l'attaquant lorientais surveille attentivement sa cheville. Une légère douleur se fait sentir. Rien de grave, mais rien à négliger. C'était à Ben Slimane. Il y a un qui m'a fait appel, il m'a remis le bandeau. Je voulais frapper, donc j'ai tapé le gazon, donc j'ai un peu mal. Donc c'est mieux de me protéger. Qu'importe, quand il enfile la tunique des guépards, le temps semble s'arrêter. Sa joie de vivre décuple, son énergie est contagieuse et ses coéquipiers l'adorent. Mon gars, c'est mon aîné, c'est mon grand frère, c'est mon partenaire de crime. Et c'est quelqu'un qui est très important dans le groupe quand il est avec nous. Va là-bas, hey, tu vois, regarde mon petit, tu vois. C'est ça qu'on appelle la fraternité, la famille. Le 23 décembre, face à la République démocratique du Congo, Ayegun Tosin vit un rêve éveillé et il dispute son premier match de Coupe d'Afrique des Nations, titulaire. Une consécration comme l'aboutissement de toutes ses escapades. Ce soir-là, le Bénin s'incline 1-0. Tosin a la balle d'égalisation au bout du pied, mais un but sur un passi décisif. Toute sa vie, Tosin Ayegun a couru derrière son rêve, devenir footballeur professionnel. Son corps l'a parfois freiné, le destin l'a souvent testé, mais il est toujours resté debout, comme un enfant du Bénin. Et voilà, vous savez, quand on passe le calendrier des marchés, eh bien c'est la fin du bulletin. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même canal. Rachida, c'est à vous. Merci, génial. On se retrouve demain, comme vous l'avez si bien dit. À demain donc. À demain. Et nous, on se retrouve à la rédaction pour les travaux du quotidien, bien évidemment. L'émission se poursuit par ici. Allez, bon matin à vous, chers amis téléspectateurs. Merci de préférer la SRTB, précisément Bénin TV. Et merci surtout d'être au rendez-vous de la matinale ce matin. J'espère que vous allez bien. Allez, vous le savez, tous les matins, vous êtes nos invités d'honneur. Alors, installez-vous bien. Place à présent à l'analyse et à la réflexion. À la veille du lancement de la vision 2060 par le président de la République, eh bien, le Bénin s'interroge sur sa trajectoire de développement, ce qui a été fait, ce qui doit être corrigé, les ambitions à long terme. Instant politique, c'est tout de suite. Je le disais, on décrypte ce matin les grandes orientations de la vision 2060, la stratégie nationale de développement à l'horizon 2060, un projet très ambitieux. Et pour nous aider à y voir plus clair, nous recevons l'ARIOS, François Rouinou. Il est expert consultant en développement durable et président de la coalition des OSC sur la vision Alafia 2060. L'ARIOS, Rouinou, bienvenue sur ce plateau. Merci Madame la journaliste. Avec vous, nous allons explorer comment cette stratégie entend corriger le passé pour construire l'avenir et surtout quelles perspectives elle ouvre pour notre pays. Alors, première question, Monsieur Rouinou, pourquoi le Bénin a-t-il jugé nécessaire de se doter d'une stratégie de développement à l'horizon 2060? Merci Madame la journaliste. Je pense que, vous savez, depuis Alafia 2025, nous avons connu des politiques, nous avons connu des documents de politique depuis plusieurs années. Oui. Mais vous savez, dès que vous n'avez pas une loi qui régisse quand même un document, c'est quand même souvent très compliqué de l'appliquer. Et donc, nous avons un chef d'État actuellement, le président Patrice Talon, que je voudrais remercier au passage, qui a su bien compris l'enjeu, parce qu'au niveau des communautés décentralisées, les mairies, au niveau des sectoriels, les ministères sectoriels, au niveau des organisations d'acteurs civils, les associations et fondations, oui, vous n'êtes pas à savoir que beaucoup naviguaient à vue. Oui. Beaucoup naviguaient à vue. Sans véritable planification, voilà, sans sans une véritable planification, oui, sans un guide. Mais désormais, nous avons un guide qui est le document de politique, la stratégie de développement, vision Alafia 2060. Ce document, désormais, va permettre au Bénin d'avancer.
Ce document va désormais permettre au Bénin quand même de connaître sa vision qu'il a toujours rêvé depuis des années. Et vous savez, avec cette loi qui a été votée sur ce document, Oui. tous les politiques, c'est-à-dire Toutes les politiques. Oui. et toutes les institutions de la République, et toutes les institutions décentralisées, les mairies, vont désormais s'adapter. Ils sont désormais obligés de respecter ce document qui est la vision à l'AFIA 2060. Ce n'était pas le cas avec les autres visions. Non, ce n'était pas le cas avec les visions. On a connu les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. On a connu les ODD, les objectifs du développement durable. Et ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, nous avons un document référentiel qui pourra déjà mettre le Bénin sur l'orbite de développement durable. Alors, quels constats majeurs ont été faits sur les précédentes visions et plans de développement? Le constat qui a été fait par rapport à la vision et plan de développement, c'est que au niveau de nos institutions, on ne prenait pas en compte, c'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup naviguaient à vue, il n'y avait pas un guide. C'est que beaucoup n'arrivaient pas à appliquer et ne savaient pas quand il faut quand même arrimer le financement aux stratégies, arrimer le financement par rapport aux politiques. Il n'y avait pas un document quand même qui essayait quand même d'inspirer nos politiques, les mairies, sur lesquelles, qui est quand même le développement décentralisé à la base, où doit quand même quitter le développement. Ils ne mettaient pas en pratique ces politiques. Mais désormais, c'est une obligation. Ça devient une obligation d'appliquer ce document référentiel qu'est la vision. Nul ne peut s'y soustraire désormais. Personne, enfants, jeunes, femmes, tout le monde, comme le dit, excusez-moi de prêter le mot de notre cher ami, tout le monde doit se mettre dans le rang. D'accord, très bien. Alors, globalement, quelles sont les perspectives de la vision 2060? Les perspectives sont énormes. Les perspectives sont énormes parce que, vous savez, bientôt, depuis 1960 jusqu'à nos jours, on n'avait pas connu un tel document, une telle politique. Je dirais un centenaire de notre politique, parce que ça vient innover, c'est une innovation désormais au sein de nos institutions. Ça vient désormais donner un coup d'accélérateur à notre politique de développement. Et puis, je pense que les perspectives sont énormes sur tous les plans, tous les sectoriels, c'est-à-dire au niveau social, au niveau économique, culturel, la bonne gouvernance surtout. Parce que, vous savez, il faut la paix, il faut consolider la paix, il faut quand même que les institutions, avoir des institutions fortes, il faut quand même au niveau du social, la santé, l'éducation, l'eau, les changements climatiques, qui c'est désormais un truc transversal au niveau de toutes les politiques. Et cette petite va permettre au Bénin de décoller et être au niveau des grandes nations. Et donc c'est un projet ambitieux qui vise à faire du Bénin un pays prospère, paisible, n'est-ce pas, et rayonnant aussi à l'horizon 2026. Alors ce projet s'articule autour de 4 piliers. Monsieur Larios, voilà, Ruinon, il y a, vous l'avez dit, la paix, la bonne gouvernance, la prospérité, le rayonnement culturel et également international, 9 orientations stratégiques également et 15 objectifs précis. Alors, parlez-nous-en un peu plus. Allons un peu plus en profondeur, Monsieur Ruinon. Vous savez, aller plus en profondeur, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun doit s'organiser. Chaque secteur doit s'organiser. Au niveau de la société civile, et nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique. Nous devons beaucoup plus en parler, sensibiliser, informer, éduquer les communautés à quand même s'approprier de ce document. Secondo, au niveau du secteur économique, les opérateurs économiques, on doit quand même essayer de les amener à s'approprier de ce document. Les maires qui seront installés dans les prochains jours, nous devons essayer quand même de les accompagner, de les soutenir, de faire un suivi à leur niveau pour qu'au niveau de leurs documents de politique, au niveau de leur planification, pour qu'on puisse quand même intégrer tous ces sectoriels. Les honorables députés qui seront installés les prochains jours, nous devons tout faire pour les accompagner,
les amener à désormais voter des lois encore qui entrent en synergie d'action, qui doit s'arrimer avec la vision à la FIA 2060. Au niveau des agriculteurs, au niveau des artisans, tout le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons essayer de tout faire pour que chacun, le Béninois, le dernier Béninois, Landa, au niveau de sa localité, à Kérou, à Banikwara, à Djakotomé, à Plaroué, Dogbo, Toviklen, Lalo, tout le monde, toutes les communautés locales. C'est une vision locales. en fait qui doit être portée par l'ensemble des Béninois. L'ensemble des Béninois. Oui. L'ensemble des Béninois. Comme le disait au niveau des ODD, nous ne devons pas laisser personne sur le quai. Que personne ne reste sur le quai. Tout le monde doit être informé. Nous devons avoir une politique inclusive. Nous devons avoir une politique participative pour que enfants, jeunes, femmes, pour que politiques, maires, députés, ministres, tout le monde, nous devons suivre la vision du chef de l'État pour que, encore que d'ici bientôt, nous aurons un nouveau président de la République pour quand même, et qui va accélérer, qui est un président visionnaire. Nous devons l'accompagner pour que nous puissions vraiment atteindre cet objectif très cher au président de la République. Au niveau de la gouvernance, que prévoit la vision 2060? Au niveau de la bonne gouvernance, c'est de quand même essayer de consolider les acquis. Il faut quand même essayer de plus donner plus de la force aux institutions nationales. Il faut quand même, au niveau de la société civile, nous avons désormais une loi qui est actée depuis juillet 2025. Les associations, nous, on essaie déjà ensemble, en coalition, pour quand même accompagner cette politique. D'accord? C'est le réseau, la coalition des associations et fondations pour quand même, qui s'est quand même organisé au niveau de la vision à la FIA 2060 pour que véritablement nous puissions avoir les résultats, nous puissions quand même faire un suivi adéquat pour que le chef de l'État, nous puissions quand même évaluer avec les institutions de la République pour que chacun puisse vraiment participer à cette vision. Alors, vous qui êtes au cœur de la société civile, est-ce que vous avez le sentiment que cette vision a été expliquée aux populations? Est-ce qu'il y a une adhésion massive à cette stratégie nationale de développement? Merci, madame la journaliste. Vous savez, excusez-moi beaucoup le thème, ou bien que ceux qui me suivent sur le plateau, c'est comme si moi j'ai été déjà visionnaire. Moi je vois ça venir depuis des années. Parce que depuis l'avènement des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, depuis l'avènement des ODD, les objectifs de développement durable, j'ai toujours dit, j'ai toujours cherché, j'ai toujours chanté, il faut que désormais on met une loi, on applique une loi sur des documents de planification. D'accord. Et pour que personne ne puisse quand même sortir de ce cadre-là. Et le chef de l'État l'a bien compris, en votant une loi sur la vision. Et nous sommes désormais obligés, je l'ai dit, nous sommes désormais obligés. Donc du coup, nous avons mis en place déjà, aujourd'hui nous sommes à l'aide du numérique, un truc... une plateforme? Une plateforme, d'accord, sur lequel il y a députés, sur lequel il y a ministres, sur lequel il y a associations, sur lequel beaucoup de gens sont informés d'abord des acquis qu'on a déjà au niveau des OMD, des acquis qu'on a déjà au niveau des ODD, des acquis qu'on a déjà au niveau de l'AFIA 2025. Nous, c'est quand même de partager des informations, sensibiliser, informer, pour que chacun puisse être au même niveau d'information, afin quand même de commencer par mettre dans son outil de planification toutes ces stratégies. Nous l'avons commencé et ça va se poursuivre. Je pense que la jeunesse est gagnante. Nous avons participé aux activités, au pas de congrès. Le chef de l'État a été clair, c'est à la jeunesse à partir de ce document. Et nous devons tout faire pour que nous, au niveau de la jeunesse, nous puissions quand même bénéficier de ce document pour que le père de la nation, qui est le président Patrice Talon, que je remercie au passage, que je salue au passage, puisse savoir qu'il a laissé un héritage à la jeunesse montante. D'accord. Alors, voilà, c'est un véritable outil de développement qui ambitionne en tout cas positionner le Bénin sur le toit du monde. Je vous invite à découvrir ce visuel qui renseigne un peu plus sur comment la cérémonie de lancement de cet outil stratégique, comment cette cérémonie va se passer demain. Regardez, et on va se retrouver juste après. C'est une vidéo qui
qui nous permet d'en savoir un peu plus. Et vous le savez, bien entendu, la SRTB va retransmettre en direct à partir de demain cette cérémonie avec la présence réelle du chef de l'État, le président Patrice Talon. Voilà, la stratégie nationale de développement, la vision 2060 sera mise en œuvre, sera articulée, on va dire, autour de 4 phases majeures. On va y revenir juste après avoir regardé ceci. Comme toujours, sur les grands événements de l'actualité nationale. Retrouvez-nous demain à partir de 10h pour suivre en direct la retransmission du Dôme Sofitel, du lancement grandeur nature de cette vision 2060, un projet ambitieux qui ambitionne, n'est-ce pas, de révéler le Bénin au monde et de révéler le Bénin également à ses citoyens. Alors, Larios Rouinou, la vision Bénin 2060 est le résultat, vous l'avez dit, d'un processus participatif et rigoureux qui a impliqué les Béninois de tous les horizons et c'est déjà fini pour l'instant politique. Quel message vous avez envie de lancer aux citoyens qui nous regardent? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Je pense que c'est quand même très important parce que à partir de demain, ça sera un signal fort. Un signal fort. Nous serons présents à côté du chef de l'État. La jeunesse sera présente à côté du chef de l'État. Les associations seront présentes à côté du chef de l'État, quand même pour l'accompagner dans cette vision. Parce que juste après le lancement de cette vision, nous serons obligés de parcourir les 77 communes du Bénin. Nous serons obligés de parcourir les 12 départements du pays pour quand même essayer de demander à tous nos citoyens, pour que tous les secteurs puissent désormais accompagner cette vision. Nous l'attendons et on était vraiment impatients par rapport à ce lancement. Et je pense qu'à partir de demain, ce sera désormais un nouveau souffle, ce sera désormais un nouveau visage pour le Bénin qui va commencer pour que le Bénin soit au même niveau que les autres pays du monde entier. Donc, je lance un signal fort à tous nos politiques. Je lance un signal fort à toute la classe politique, société civile. Je lance un signal fort aux opérateurs économiques, à tout le monde, désormais, pour que, juste après le lancement du chef d'État, de ce document de politique qui est la vision à l'AFIA 2060 demain, nous puissions désormais commencer par arrimer nos politiques à ce document. Commencer par intégrer, chacun doit quand même pas changer l'environnement, l'éducation, la santé, l'eau, assainissement. Dans tous les secteurs, nous puissions comment renforcer nos institutions, essayer de planifier des activités conformément, en arrimant nos stratégies, notre vision par rapport à ce document. Parce que demain, c'est nous. Demain, c'est le Bénin et c'est le Bénin qui gagne. Je vous remercie. Et demain, c'est déjà aujourd'hui. Demain, c'est aujourd'hui. Merci, Larios Rouinou. On va y revenir demain. On va reparler de cette vision 2060 avec les acteurs au cœur, n'est-ce pas, de cette stratégie nationale de développement. Retrouvez-nous demain à partir de 7h. Toujours sur Bonjour le Bénin qui se poursuit à présent. Et si on découvrait les différents événements à la une? On y va tout de suite. Événement à la une aujourd'hui parle de quoi, chers amis téléspectateurs? Eh bien, nous allons parler du cinéma. Nous allons parler également de pas mal de choses. Je laisse Patrick Diossou nous en dire un peu plus. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Rachida, bien moment. Alors, on parle de quoi notamment, oui. à part le cinéma, bien sûr. On va parler du cinéma. On va parler du cinéma de la quinzaine cinématographique chinoise qui se déroule au Bénin en communion avec ce que nous appelons le projet Cinéma dans la Cité. Et puis, nous allons parler aussi du Festival international des films de femmes. Mais avant tout cela, nous allons parler de LTL. Vous savez ce que ça signifie? LTL, ça peut bien vouloir dire beaucoup de choses, mais je sais que ça veut dire livre ton livre. Voilà. Voilà, je suis une bonne élève, moi. Livre ton livre. Ton livre. Livre ton livre. Comment livrer son livre? On va en parler. Mais j'aime bien la formule. Oui, franchement, ça rime bien. Ça rime bien. Livre ton livre, c'est beau. Oui, une belle assonance, une belle allitération. Elle va en parler. Elle qui est la présidente de l'ONG Mata
Hara. Elle va parler de cette ONG qui est à la base de ce projet, le projet Livre ton livre. Elle est avec celui qui est chargé du partenariat avec les institutions, enfin toutes les institutions, même avec nous autres qui sommes des institutions personnelles. Il est là, lui il s'appelle Moïse Humpati, elle c'est Hermione Adjovi. Hermione Mylène Adjovi. Bonjour, chers invités. Patrick. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci, c'est un plaisir. Merci de nous recevoir. Alors, Matayara, ou Matayara, comment ça se Matayara, c'est ça. Matayara. Oui. Oui, qu'est-ce que c'est? Et c'est dans quelle langue, Matayara? Alors, Matayara, c'est en langue Hausa. Oui. Ça signifie femme-enfant, tout simplement. Oui. Parce que notre cible, c'est justement les femmes et les enfants. Oui. Et donc, nous intervenons dans le secteur de l'éducation et de la santé. Nous avons été créés en 2018. Oui. Partie simplement d'un constat que, comme nous le savons tous, les femmes et les enfants font partie des catégories les plus laissées pour compte dans la façon dont notre société est construite. Donc nous avons vu le jour dans le but de mener des actions, des projets à fort impact dans les secteurs de l'éducation et de la santé, qui se regroupent d'ailleurs aujourd'hui dans le projet Livre ton livre, que nous avons initié, je vais dire, en 2024, sous l'impulsion de l'écrivain Habib Dakbogan, qui a pensé l'idée. Et nous en a, je vais dire, délégué la responsabilité de l'organisation. Et donc, Livre ton livre, c'est un espace d'expression citoyenne qui permet aujourd'hui aux jeunes, à toutes les personnes qui le désirent en tout cas, de s'exprimer sans, comment je vais dire, sans crainte d'être mal compris, de s'exprimer librement, évidemment, en tout respect des sensibilités des uns et des autres, mais sur des questions, des thématiques qui touchent notre société, qui touchent l'individu que nous sommes, que nous soyons femmes, hommes, que nous soyons enfants, etc. Et donc, Livre ton livre 2026 s'adresse à une question très sensible que nous allons aborder tout à l'heure dans quelques minutes. Oui, dites-nous déjà le thème de cette édition, un thème qui touche, vous avez parlé de questions sensibles, l'avortement. Dites-nous le thème. Alors, le thème de cette édition, c'est « Choisir de vivre, avortement et liberté reproductive à l'épreuve des croyances et des traditions ». Oui, on va revenir sur ce thème tout à l'heure. Mais avant de continuer, je voudrais qu'on puisse suivre juste quelques extraits des 2 éditions passées. On suit. Livre ton livre, organisé autour de la dernière parution de l'écrivain béninois Habib Dakbogan. Marie-Claire, c'est le titre de cette œuvre littéraire. L'auteur, en écrivant ce bouquin, vise un objectif précis, celui de conscientiser la jeunesse sur les faits de société, notamment sur le phénomène de la dépigmentation. La thématique s'est imposée en cours d'écriture de mes histoires, qui tourne autour de l'Africain brisé, sans repère, avec beaucoup d'identité. C'est tantôt une force, c'est tantôt une faiblesse, c'est une richesse, c'est une pauvreté. L'Africain qui est déchiré dans son milieu par les siens, qui est déchiré par l'influence occidentale. Cet Africain-là, il m'intéresse et c'est lui que j'écris, c'est lui que j'écris tout le temps. 2e édition du concours de compte rendu de lecture, Livre ton livre, l'ouvrage intitulé Réveillez votre esprit optimiste. Il porte la signature de l'auteur Cédric Akerebourou. Être optimiste, c'est avoir la capacité de voir les opportunités dans les défis, apprendre de ses erreurs et rebondir face à l'adversité. Entendre et voir des enfants être habités par ce concept me procure vraiment une sensation intense, parce que nous sommes en train de tapir. Oui. Voilà donc immersion au cœur des éditions précédentes, Patrick. Oui, immersion au cœur des 2 éditions précédentes. Oui, ça vous rappelle certainement beaucoup d'émotions. Oui. Alors, ces émotions, mises à part ces émotions, le partenariat que vous liez déjà avec les enfants que vous mettez en compétition, comment ça se passe avec celui qui est le responsable de tout ce qui est partenariat? Oui, Moïse, comme le grand Moïse, le patriarche Moïse, avec son bâton de pèlerin. Oui, comment ça se passe? Il faut dire que le concours suit son cours avec des étapes bien précises. Oui. Nous nous sommes bien organisés pour permettre à tous nos participants. Il faut dire que ce concours pour cette fois-ci, c'est de 14 ans jusqu'à un certain âge. Oui. Et ça permet à tous les amateurs de la lecture, ça permet à beaucoup de personnes de quand même participer à cela. Alors, qui peut participer à cette édition? C'est important de le signifier. Oui. Voilà, c'est toute personne qui aime lire
la personne qui aime lire, voilà, qui aime faire la lecture. Qui aime faire la lecture. C'est aussi ouvert aux écrivains qui aiment également, qui a la passion notamment de pouvoir laisser leur plume au vu de la population. Oui. Donc c'est un peu ça, comment nous nous préparons pour accueillir cette deuxième édition. Oui, alors Hermione, pour cette fois-ci, vous avez vu, on a vu que vous avez parlé avec Habib pour la première édition, deuxième édition, et Cédric Akerebourou. La troisième édition, quel est l'auteur qui est visé? Est-ce qu'il y a un ouvrage spécifique? Oui, bien sûr. Comme d'habitude, le principe même du concours, c'est cela, c'est de retenir chaque année un ouvrage d'un auteur béninois. Parce que derrière, l'idée, c'est également de faire la promotion de nos auteurs au Bénin. Oui. Et donc, cette année, nous allons travailler avec La Faiseuse d'ange de Nathalie Omboyekbe, qui est une cinéaste. Cinéaste, comédienne et puis écrivaine. Le livre est une pièce théâtrale qui aborde de façon rapide, je vais dire, la notion de l'avortement clandestin, mais qui bifurque également sur les thématiques des pressions sociales que vivent les femmes, de notre aptitude dans notre société à genrer les rôles, à estimer par exemple que l'homme est fait pour pourvoir aux besoins de la famille, la femme pour les travaux domestiques, pour s'occuper des enfants. Et donc c'est un ensemble de thématiques que nous allons aborder, mais en restant sous le prisme de l'avortement et de la liberté reproductive essentiellement. Oui, on est le 2 février. Il me semble que cette date est spécifique par rapport à tout cet ensemble. Pas spécifiquement, plutôt le 1er février, puisque le concours a été officiellement lancé hier, notamment la phase des inscriptions. Oui. Donc aujourd'hui, 2 février, c'est certes le premier jour de la semaine, mais nous allons continuer parce que tout au long du 1er février au 15 mars, qui est la date de clôture des inscriptions, nous allons passer un ensemble de messages forts sur la thématique, jamais dans le but d'attaquer une partie ou une autre, jamais dans le but de provoquer, de confronter, de juger, mais vraiment d'offrir à chacun un espace pour exprimer librement ce qu'il pense sur le sujet, en tout respect des sensibilités, mais parler vraiment, nous libérer, parce qu'on a tendance à se dire, l'impression que ça donne, c'est que la notion de l'avortement, c'est une notion taboue. Tout le monde a une idée à propos, mais on n'a pas envie d'en parler parce qu'on craint peut-être de heurter des sensibilités. Mais ici, il s'agira de tout sauf heurter des sensibilités. Il s'agira de s'asseoir ensemble, de dire à l'autre, ton avis compte, ta voix compte, exprime-toi. Il ne s'agit pas de dire à l'autre, dépose ton cerveau, ce que tu penses c'est faux. C'est moi qui détiens la vérité. Il s'agit juste de permettre à chacun de parler pour que réciproquement nous tirions quelque chose les uns des autres pour évoluer dans notre mentalité, dans notre façon de réfléchir sur la thématique. Parce que le Bénin a adopté une loi à propos en 2021 et qu'on le veuille ou pas, les avis sont partagés. Entre les responsables religieux, les défenseurs des droits des femmes. Mais nous vivons tous dans la même société. C'est là que vous comptez réunir autour de cette thématique. Oui, puisque le 25 avril, qui est la date de la finale, il y aura un panel, c'est l'une des innovations de cette année, il y aura un panel où justement on aura des différents représentants de ces parties prenantes-là, un responsable religieux dans nos religions béninoises, j'aime pas trop le mot endogène, nos religions béninoises. Il y aura les chrétiens, un représentant de la chrétienté, l'islam, pareil, les jeunes seront représentés, les organisations internationales seront représentées parce que l'idée, c'est vraiment d'écouter tout le monde, de puiser tout simplement dans nos réflexions de façon réciproque pour se dire en 5 ans bientôt, quelle avancée avons-nous fait, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, qu'est-ce qu'on peut faire mieux, qu'est-ce qu'il faut ajuster, ainsi de suite. Alors, livre ton livre, où en sommes-nous exactement? C'est l'étape des inscriptions, oui, c'est bien cela? C'est ça. Les inscriptions sont lancées, on peut dès à présent déjà s'inscrire, on le fait comment? Alors pour s'inscrire, c'est simple. Première étape, c'est évidemment se procurer le livre La Faiseuse d'ange de Nathalie Omboyekbe. Ensuite, nous avons cette année une plateforme spécifiquement dédiée au concours, ltl.matayaraong.org. ltl2026.matayaraong.org, comme vous l'entendez tout simplement. Et une fois sur le site, Matayara, c'est M-A-T-A-Y-A-R-A, tout collé, ong.org. Et donc, une fois sur le site, toutes les informations, toutes les précisions sont fournies. Les candidats, c'est ça, ils remplissent les différents champs qui sont réservés. Il y a une partie où ils chargent donc le compte rendu de lecture parce que lorsqu'ils lisent, ce qui est attendu pour cette première étape, c'est de produire un compte rendu de lecture et une analyse critique. Les deux dans un seul document PDF qu'ils vont donc charger en ligne en remplissant leur formulaire de candidature.
et valider leur inscription par la suite. Le concours est gratuit, c'est juste l'achat du livre qui a un coût. D'accord. Voilà. Et ça couvre quelle période? Les inscriptions, elles ont démarré hier, le 1er février. Et ça prend fin quand? Le 15 mars. Le 15 mars, d'accord. Vous avez encore le temps. Allez vous inscrire. On va rappeler le site, la page LTL 2026.matayara.ong.org. D'accord. Allez, faites vite. Hein. Si vous êtes un amoureux de la lecture, n'hésitez pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne lit plus beaucoup. Hein. Ouais. Mais il le faut. Ça ouvre l'esprit, ça vous donne une certaine ouverture d'esprit et une ouverture aussi sur le monde. Et la lecture est en fait un puissant outil de transformation, un outil certes discret, mais qui permet vraiment de façonner durablement les esprits, que ce soit au niveau des enfants, au niveau des jeunes, des adolescents. C'est l'un des canaux les plus puissants, l'art de façon générale d'ailleurs, pour exprimer et obtenir, créer vraiment de l'émotion, créer des changements de comportement, d'où le choix de cette méthode-là pour promouvoir les différentes Hermione, pour porter le Bénin dont nous rêvons aussi, il faut lire. Absolument. Il faut lire, il faut en avoir dans la tête. Il faut lire, exactement. Et alors, Moïse Mpatin, quel message vous avez envie de lancer à ceux qui nous regardent? Pour le compte de cette deuxième édition, moi, j'invite la jeunesse, j'invite nos jeunes qui aiment lire notamment à s'inscrire massivement parce que cette fois-ci, nous avons des surprises de telle enseigne que la qualité du débat serait plus exclusive. Ça va permettre à tout le monde d'avoir de la transparence. Et quoi encore, cette année, nous avons des prix exclusivement dédiés, pourquoi pas un billet d'avion et une facilitation de visa avec un stage bien rémunéré de 80 000 francs au moins par mois. Non, on ne va pas parler de prix ce matin, s'il vous plaît. Allez, on ne va pas parler de prix. On va juste dire à nos amis qu'il y a pas mal de surprises, d'accord? Il y a plein de choses à gagner en participant à LTL. Absolument. Merci pour cette initiative, Merci franchement salvatrice. Le livre, c'est un outil précieux et il faut lire. Franchement, c'est très important. Même si vous n'arrivez pas à lire, on va dire quoi, un bouquin par mois. Pas par mois, vous pouvez le faire une fois un trimestre, bouquin tous les 3 mois. Pourquoi pas? C'est intéressant. Et c'est à vous de voir quels sont vos domaines de prédilection, ce qui vous intéresse. Il y a tellement d'ouvrages sur des thématiques tellement générales, de thématiques, des thématiques spécifiques. C'est vraiment, chacun y va. Même les enfants aujourd'hui, sur recommandation des libraires, des écrivains, on peut, dès le bas âge, déjà créer un cadre qui permet en fait de les instruire dans une direction donnée. C'est plus facile à un enfant qui a lu un livre, qui a vu un enfant de son âge, dans un environnement similaire au sien, d'évoluer, que d'entendre le papa dire « fais ci, fais ça, fais ça ». Quand il lit et qu'il a vu le personnage qu'il a admiré produire un résultat qu'il vise, c'est plus facile, tout naturellement. On a tendance à le voir se lever et c'est peut-être parfois lui qui vous explique, à vous le parent, pourquoi c'est important de faire ce que vous lui demandez de faire. Donc que ce soit les enfants, les jeunes, les adolescents, les adultes, les vieux, c'est vraiment important de lire encore et encore. C'est important de lire, mais d'habitude, ce que moi j'ai dit que les enfants imitent les grandes personnes. Absolument, si ça c'est clair. Le papa passe plus son temps devant la télé ou la maman devant la télé, c'est pas très sûr que l'enfant puisse... Ou devant le téléphone portable. Donc, voilà. Lire, c'est bon. Lire, c'est même très bon. C'est bon pour l'esprit. Voilà ce qu'il faut dire. Ce sera tout pour ton livre. Les inscriptions sont ouvertes. Allez, envahissez, j'ai envie de dire, la plateforme. Inscrivez-vous massivement. Alors, Patrick Diansou, on va poursuivre et parler maintenant du Festival international de films de femmes. Alors, le FI2F, ou le FIF. Le Festival international de films de femmes, c'est un festival qui va débuter demain, mardi 3 février. Mardi 3 février 2026, un festival qui va rassembler tous ceux qui sont dans, je dirais, la corporation cinématographique, ce soit les femmes réalisatrices, qui sont dans le métier, qui sont des techniciennes. On va suivre un élément qui fait un peu le parcours de tout ce qui va se passer à partir de demain pour cette nouvelle édition du FIF. On suit cet élément. Ce qu'on fait, c'est projeter des films réalisés par des femmes africaines et de la diaspora. Sur cette édition, on a reçu 216 films. On va en projeter 18 de 16 pays, donc c'est des courts-métrages. On a également 5 prix
Sur le volet didactique, on a des formations. Donc la première formation qu'on a, c'est le Kino India. C'est une formation qu'on fait avec des jeunes filles dans le Bénin. Donc on sélectionne des filles de partout du Bénin qui n'ont pas accès à tout ce qu'on a à Cotonou. Et durant 2 mois, on forme ces filles-là. Et ensemble, elles ont écrit une histoire. On est allé à Lokossa, on a fait 2 semaines de tournage. Et c'est ce film qui va servir d'ouverture. La deuxième formation qu'on a, c'est la formation en décor cinéma qui est dispensée par Madame Fatou Kandé Senghor qui nous vient du Sénégal. Je viens comme une Amazone. Je viens sur la terre de l'Amazone qui a inspiré le monde entier, qui aujourd'hui inspire la cinématographie mondiale. On a également des rencontres professionnelles. Donc on a par exemple Aïssa Maïga qui est notre marraine cette année. Le troisième volet, c'est le volet tourisme. On utilise le festival comme prétexte pour faire venir des gens dans notre pays. Et des événements tels que les festivals donnent l'occasion d'offrir une vitrine aux productions pour que le public vienne rencontrer l'offre qui est proposée par diverses maisons de production, divers réalisateurs. Ici, nous allons parler beaucoup plus de réalisatrices. C'est exactement le type d'initiative que Canal+ aime accompagner. Voilà cette conférence de presse qui annonce le FIF, un festival qui donne la parole aux femmes dans le cinéma. Oui. Les femmes qui sont devant et derrière la caméra aussi, n'est-ce pas, Patrick devant Dossou? Et derrière la caméra, toutes les femmes qui sont dans le concept cinéma. Parce que parfois, on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de femmes et que les femmes, quand elles sont dans le cinéma, c'est juste pour de petits rôles ou elles sont juste héroïnes. En réalité, elles sont sous-représentées, Patrick Dossou. Oui, elles sont sous-représentées, mais elles ne sont pas des moindres. Ouais. Cela signifie que, je veux dire que elles ont de grands rôles. Bien sûr. On a des femmes réalisatrices, scénaristes, productrices, de talent. Oui. Et dans tout le système, il y a des femmes qui sont des scripts et c'est elles qui sont la base même de tout ce qui se fait. Parce que la script écrit et suit tout ce qui se fait. Bon, je ne vais pas décrire tout ce qu'il y a comme métier du cinéma, mais les femmes, elles sont très utiles et très importantes dans ce métier du cinéma, dans cette corporation du cinéma. Et elles sont de grandes cinéastes, elles sont aussi des cinéphiles. Et pour être cinéphile, nous avons décidé de nous pencher un peu sur ceux qui vont suivre actuellement, pendant 15 jours, le cinéma chinois. Une quinzaine, 15 jours, 15 villes et 15 projections pour le cinéma chinois. Mais ce n'est pas simplement pour le cinéma chinois. C'est déjà un projet, un mélange de 2 projets. Le projet Quinzaine cinématographique chinoise et le projet Ciné dans la Cité. Cinéma dans la Cité, c'est un projet de Gangan Production et de Claude Balogun. Et ce projet a rencontré le projet de Quinzaine du cinéma chinois. Le projet de Quinzaine est venu pour pouvoir parler du cinéma chinois pendant la période de la fête chinoise, la période du Nouvel An chinois. Vous savez, les Chinois n'ont pas le même calendrier que nous. Ils ont le calendrier lunaire solaire qui permet de passer d'une année à une autre, mais parfois pratiquement en fin du mois de janvier ou en fin du mois de février. Ça dépend de tout ce que cela comporte par rapport à la date de ce calendrier. Cette année, le calendrier chinois permet de lancer la nouvelle année la nuit du 16 au 17 février. Et on va bouger de l'année du serpent pour l'année du cheval. Voilà ce qu'il y a à retenir. Et pour pouvoir mieux fêter, les Chinois ont décidé de nous offrir une quinzaine du cinéma chinois. Nous suivons cet élément qui fait le récapitulatif de tout cet ensemble. 2026 en Chine, l'année du cheval nous invite au courage, au mouvement et à la rencontre des cultures. À l'occasion des festivités du Nouvel An chinois, le cinéma chinois part à la rencontre des peuples du Bénin.
15 villes, 15 projections, 15 rendez-vous populaires au cœur des royaumes et des terres de tradition équestre. Le 31 janvier 2026, la tournée démarre officiellement à Granville. Cité lacustre unique au monde. Ketou, Pobé, Abomey, Savalou, Alada, Dogo, Banté, Djougou, Kopargo, Natitengu, Gamia, Parakou, Niki. La quinzaine cinématographique chinoise traverse le Bénin, rassemble et nourrit les âmes. Mulan, Ip Man, Détective D, Yang Feong, Vanguard, etc. Des films chinois en version française projetés gratuitement sur écran géant. Le 28 février 2026, la grande clôture aura lieu à Porto Novo, capitale du Bénin. Quinzaine de la tournée cinématographique chinoise au Bénin 2026 avec le Centre culturel chinois au Bénin et Ganga Productions, le cinéma en partage. Oui, le cinéma en partage, c'est ce que nous allons voir pendant une quinzaine de jours. 15 jours, 15 projections, 15 villes à travers tout le Bénin. Et le cinéma sera apporté de toutes les bourses. Non, ce n'est même pas une question de bourse, c'est du gratuit. Donc le cinéma apporté de toutes les vues, de tous les regards, tout simplement. Voilà, ce sera tout. Patrick Diossou, merci pour tous ces événements. À la une. Allez, on se retrouve demain, n'est-ce pas, pour d'autres actualités oui, ça, c'est très fraîches, croustillantes. Oui. Des activités. Et demain, déjà, 2026, la vision 2026. Pas 2026, la vision 2060. Pardon. Patrick Diossou. Décidément. Allez, on se retrouve demain. Bonjour le Bénin se poursuit. À présent, on va recevoir Ghislaine Adimi dans Bénin en mouvement ou dans réussite. Allez, restez, c'est plutôt réussite. Et donc, réussite aujourd'hui va à la rencontre d'une jeune dame. Elle est accessoiriste, elle est avec nous ce matin. Ghislaine, c'est une perle que vous nous avez dénichée ce matin. Bonjour, ça va? Ça va très bien. T'as le punch. Ah là là, et comment? La belle forme. Avec la vision Bénin 2060 qui s'annonce, on ne peut qu'avoir le punch. Hein? Exactement. Eh bien, vous avez parlé d'une pépite. En effet, c'est une pépite qui est avec nous ce matin et nous allons parler de l'entrepreneuriat féminin. Johanna Adjovi, qui est accessoiriste de mode. Et avant d'entamer le sujet, je vous invite à suivre ces quelques propos que nous avons pu arracher d'elle dans son atelier. Mes objets sont à la portée de toutes les bourses parce que je fais des objets qui varient de 2000 jusqu'à 100 000, 200 000, ça dépend. Et j'en fais aussi en gros pour ceux qui ont leur marque et qui souhaiteraient revendre. Johanna Adjovi, c'est une jeune dame accessoiriste que le Seigneur a dotée d'un don, celui de créer de magnifiques articles avec ses 10 doigts. L'idée m'est venue d'une sortie que je devais faire avec des camarades où je vais accessoiriser des bijoux à porter avec mon sac sur une tenue blanche. Et après cette sortie, j'ai eu beaucoup de compliments et j'ai eu même des commandes. C'est comme ça que j'ai commencé l'activité tout doucement. Alors ça fait 10 ans que j'ai commencé, mais ça fait 1 an que je m'y suis donnée, je me suis consacrée à 100%. J'accessoirise les objets, les articles de décoration, tout ce qui est articles de décoration, les articles de mode, les sacs, les chaussures, les boucles d'oreilles, les boutons de manchette, tout ça, pour hommes, pour femmes, pour enfants. Et je fais aussi des portraits que je fais au crayon et que je viens habiller ensuite avec le tissu. Au début, c'était un jeu.
c'était un jeu. Après, c'est devenu une passion. Et aujourd'hui, c'est une nécessité. Parce que c'est un don, comme je l'ai dit. Et je me dis que je dois fructifier ce talent-là que Dieu m'a donné. Parce qu'il ne me l'a pas donné pour rien. Et le jour où je vais le rejoindre, je pense qu'il va me demander des comptes. Donc, il faut que j'en fasse quelque chose de bon. De base, j'ai fait une formation en droit des affaires. J'ai un master en droit des affaires. Dans le passé, je faisais une autre activité. J'étais employée. Je suis passée par les ressources humaines, par l'assistanat de direction. Et je faisais en parallèle l'accessoirisme. Mais j'ai arrêté finalement pour me consacrer à 100% dans mon activité. Ça me nourrit d'abord l'esprit, ça me nourrit l'âme. Parce que c'est plus qu'une activité en fait, c'est un lien entre Dieu et moi. Ça me fait vivre dans l'âme en fait. Donc à part ça, ça me nourrit aussi à côté. J'ai souscrit à un programme Azoli pour qu'on me mette à disposition du personnel pour de la main-d'œuvre en fait dans mon activité. Et je veux me faire assister par l'ADPME pour un accompagnement stratégique afin de mieux organiser l'entreprise. J'ai des apprentis, j'ai des ouvriers et je forme également. Et je souhaite me faire former à l'extérieur d'ici quelques temps pour atteindre le standard international et me positionner en tant qu'accessoiriste de luxe au Bénin. Je fabrique des sacs. Donc, je fais toute la structure du sac du début jusqu'à la fin. Et ça prend entre 2 heures, 2 semaines, 3 semaines en fonction du modèle, jusqu'à 1 mois même pour certains modèles. J'utilise le plus le tissu, évidemment, que je garde à l'état brut pour certaines demandes et que j'imperméabilise aussi pour d'autres demandes, de sorte que ça résiste aux salissures et à l'eau. La plus grande ambition de Joanna, c'est de positionner Senou comme la référence en matière de cadeaux d'exception faits à la main au Bénin, afin de valoriser d'abord le talent et de valoriser le pays, le Bénin. Et à moi, Senou a fait un cadeau d'exception. Ah oui, je l'ai remarqué dans le sujet qu'on vient de suivre là. Mais c'est très beau en tout cas. C'est vrai qu'on connaît souvent les acteurs, on connaît les réalisateurs, on connaît ce beau monde-là. Mais ce métier d'accessoiriste n'est pas très connu. Je me trompe, Ghislaine? C'est pas du tout connu. Ouais. Et en plus, Joanna nous a confié qu'elle n'a pas eu de formation. C'est un don. C'est inné alors. C'est un don qu'elle a travaillé. Et elle a mis beaucoup de créativité et elle est devenue très résiliente là-dessus. 10 ans déjà qu'elle est dans le métier. Bravo, Joanna. Voilà. Et c'est depuis 1 an qu'elle a commencé à vivre réellement du fruit de ses créations. Et elle ne compte pas s'en arrêter là. C'est ce que vous nous avez confié. Alors, quand Joanna dit qu'elle ne compte pas s'en arrêter là, à quoi doit-on s'attendre dans les prochaines années? Alors, dans les prochaines années, il faudra s'attendre à voir Joanna, ou du moins la marque Senou, comme la référence en matière de cadeaux de luxe faits main au Bénin et qui sera connue au Bénin et dans la sous-région. Vraiment, avec la vision Bénin 2060, l'entrepreneuriat féminin va davantage s'imposer. Parce que quand on lit le document, on constate que le gouvernement met vraiment le nécessaire en place pour que l'entrepreneuriat en général, l'entrepreneuriat féminin, puisse également s'éclore davantage. Exactement. Alors, Joanna, vous avez dit dans l'interview que nous avons fait avec vous que vous vous êtes rapproché déjà de l'ADPME. Mais en dehors de l'ADPME, quelles sont les autres structures de la place avec qui vous pensiez pouvoir vraiment collaborer, hein? Rachida, si je ne me trompe, pour avoir davantage les ouvertures qu'il faut? Alors pour le moment, je n'ai pas encore les informations qu'il faut, mais je suis toujours dans mes recherches pour savoir auprès de quelle institution m'approcher pour avoir les accompagnements nécessaires. Alors, qui sont ceux qui viennent souvent vers vous? J'ai envie de comprendre. Est-ce que c'est le citoyen lambda? Est-ce que c'est les hommes les hommes de cinéma? Avec qui vous travaillez? Qui sont ceux qui ont recours à vos services? J'ai envie de dire.
Alors, la plupart de ceux qui viennent, il y a d'abord les personnes qui souhaitent offrir à leurs proches des cadeaux d'exception. D'accord. D'accord. Et ensuite, les entreprises, les institutions qui souhaitent offrir des étrennes faits main à leurs partenaires d'affaires, par exemple. Et il y a les marques qui souhaitent revendre les créations que je fais, mais marquées avec leur logo. Ah, d'accord, très bien. C'est vrai que, vous l'avez dit, il y a un moment, c'est inné, mais est-ce que par la suite, vous vous êtes fait former Pour le moment, je ne me suis pas encore fait former. Ouais. Je suis en train de faire des recherches pour trouver une formation adéquate afin d'atteindre le standard international en fait, que je vise. Parce que sur le marché, je n'ai pas encore trouvé ce genre de formation-là qui me permettra d'atteindre les finitions d'exception que je vise. Et il en existe à l'Extérieur, c'est ça? Oui, on les existe centres de formation en accessoiriste de mode. Oui, en maroquinerie surtout. En maroquinerie surtout. Et c'est quoi le plus gros défi dans ce métier? Si on vous posait cette question, oui, le plus gros défi, c'est quoi? Le plus gros défi, c'est la distribution. D'accord. En partie, la distribution. Et après, bon, le personnel. Le personnel qu'il faut gérer, leur inculquer les valeurs, mes propres valeurs, les valeurs de l'entrepreneuriat que je prône. Vous avez dit aussi qu'avec la DPME, vous avez pu avoir des ouvriers. Oui. Comment se fait-il que s'il n'y a pas d'école de formation, comment se fait-il qu'il y ait des ouvriers disponibles pour faire le travail avec vous? Ou bien vous prenez des gens que vous formez sur place et qui font le travail. Donc c'est plutôt vous qui les formez avant qu'ils ne deviennent vos employés. Exactement, c'est ça. Ah ben là, je prends des gens à l'état brut qui ont envie d'apprendre et ensuite je les forme. D'accord. Ça nourrit son homme correctement, amplement, dites-nous. Ça va, ça va. Ça va? Ça va. Largement? Ça va. Johanna n'a pas envie de le dire puisqu'on lui avait posé la question, elle dit bon, que ça nourrit son âme. D'accord. Mais est-ce que Johanna mange de ça non, vous pouvez le reprendre, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est du direct ici, bonjour le Bénin, c'est du live, et oui, et ça peut arriver. De toute façon, j'ai dit à Johanna que je vais lui arracher ce petit bijou qu'elle a sur la tête. C'est vous qui l'avez accessoirisé. Oui, c'est moi-même qui l'ai fait. Ah ben oui, dis donc. C'est un beau chapeau, un magnifique chapeau. Merci Johanna pour ce parcours de vie. J'ai envie de dire ce parcours de vie et ce parcours professionnel aussi, hein, très, très, très inspirant. On vous souhaite de voler encore plus haut qu'aujourd'hui, d'accord? Et j'espère que dans les prochaines années, le monde de l'art, on va dire l'univers de l'art, comptera avec vous. Hein? Ghislaine Adimi. Moi, j'ai bien demandé à Johanna, elle est face à la caméra, peut-être qu'elle a des demandes à faire, des demandes d'appui. C'est l'occasion, hein, ou bien on peut lui donner cette occasion. Alors, ma demande actuellement, ou du moins le problème que je souhaite régler actuellement, c'est d'élargir mon atelier de production. Parce que je vise à transformer mon atelier en une unité de production semi-industrielle d'ici 5 ans maximum par la grâce de Dieu et avoir assez d'employés, assez d'artisans que je vais former. Et du coup, là, j'ai besoin d'élargir l'espace de travail. J'ai besoin d'un accompagnement surtout stratégique afin de positionner la marque au niveau vraiment élevé. Et vous avez pu collaborer avec des banques de la place pour des prêts ou bien... Est-ce qu'il y a le financement qu'il faut? Non, pas encore. Il n'y a pas encore eu le financement qu'il faut. Je suis toujours à la recherche, mais je n'en ai pas encore trouvé. Donc, c'est le moment de lancer alors des appels. Hein? Donc, vous appelez... Alors, je suis ouverte à tout accompagnement financier qui pourrait m'aider à développer ma marque. Voilà. La marque Seno attend des partenariats solides. D'accord. Alors, voilà, c'est déjà fini avec vous, mais une petite question pour comprendre. Quel est l'objet, on va dire, le plus inattendu qu'on vous ait demandé une fois? Un objet, je ne sais pas, un client qui vient vous demander quelque chose qui vous a paru peut-être difficile à confectionner? Un besoin qui a été difficile à satisfaire, mais que vous avez pu quand même satisfaire? Des fleurs en tissu. Des fleurs en tissu? Des fleurs en tissu. Oui. Un client m'a demandé à lui faire un bouquet de fleurs en tissu. C'était pour la Saint-Valentin. Ah, d'accord. Et c'était assez difficile Un peu, mais j'ai quand même réussi
à C'était créer des ça. roses en tissu. Oui, c'était des Après, roses en wow. tissu. Oui. J'imagine. C'est bon, j'imagine ça. Hein. Et on imagine aussi qu'à quelques jours de la Saint-Valentin, vous devez crouler aussi sous pas mal de demandes, non? Oui, bien sûr, il y en a assez. Il y en a assez parce que les gens veulent offrir quelque chose de nouveau, quelque chose de rare. D'original, voilà. d'atypique. Et puis, voilà. Et la demande actuellement est beaucoup plus portée sur les portraits, comme celui que j'ai offert à Madame Adine. Ah, franchement, c'est un beau cadeau. Hein. J'étais très Et émue, là, j'ai vu passer là un prix tout à l'heure. C'était quoi? C'est écrit 3e prix. C'est quoi? C'est à quelle occasion? C'était le prix du 3e jeune manager. 3e meilleur jeune manager du Bénin. Du Bénin, oui. Ah, d'accord. C'était quelle structure qu'il a organisée? C'était le Monsieur Videgla. Bon. Monsieur Videgla. D'accord, très bien. Merci, Johanna. On va cette fois-ci vous laisser partir. C'est vrai que c'est un métier pas très connu, mais c'est un métier, on va dire, passionnant aussi, n'est-ce pas? Et si on devait vous demander, vous, quel est l'accessoire qui vous représente le plus, ce serait lequel? L'accessoire qui me représente le plus? Mes sacs en tissu imperméable et côté en bois verni. D'accord. C'est noté, c'est sans commentaire. Merci Johanna, l'entrepreneuriat au féminin, en tout cas de beaux jours devant lui quand on voit des jeunes femmes aussi entreprenantes. Merci pour votre talent, merci pour votre génie. Le Bénin dont nous rêvons a besoin des femmes comme vous, voilà, des femmes qui innovent, des femmes qui créent, des femmes qui repoussent, on va dire chaque fois les limites un peu plus loin. Merci d'être passé sur ce plateau. Le show, c'est vraiment audacieux, quitter, laisser tout ce qu'on a appris et venir s'engager dans l'entrepreneuriat aussi jeune que Johanna. Je pense que c'est assez ambitieux et courageux de sa part. Et elle y a trouvé son bonheur. Et c'est l'essentiel. Oui, c'est l'essentiel. Merci Johanna, bonjour le Bénin. Ghislaine, demain, vous nous ramenez une petite pite également demain, n'est-ce pas? Oui, c'est un riche programme cette semaine. On va se régaler. Comme d'habitude. On va aussi parler de l'entrepreneuriat féminin. Toute la semaine Bon, pas toute la semaine, mais demain, on parlera encore de l'entrepreneuriat féminin. Très bien, allez, j'ai hâte. En attendant, allons à la pause. Je vous retrouve juste après. Retour en plateau sur Bonjour le Bénin qui vous dit une fois encore merci d'être à nos côtés. À présent que nous avons parlé du métier d'accessoiriste, allons directement à un autre sujet qui concerne, on va dire, chacun de nous au quotidien. Il s'agit bien entendu de notre santé. Et dans la rubrique Instant Santé, nous abordons la question du sommeil. Le sommeil perturbé et bien entendu, c'est une question qui intrigue. Nos rythmes et nos habitudes influencent-ils la qualité de notre sommeil? Christelle Tongodo s'est chargée de poser cette question à un spécialiste. Nous allons suivre l'interview qu'elle a réalisée. On se retrouve juste après. Le sommeil est essentiel à notre santé. Mais saviez-vous que nos dents peuvent en perturber la qualité, douleur, brûlure ou grincement? Derrière ces signes, le dentiste peut avoir un rôle important à jouer. Aujourd'hui, avec nos spécialistes, nous explorons justement quelques troubles du sommeil encore méconnus. Existe-t-il un lien entre la mâchoire et la qualité du sommeil? Bien sûr qu'il existe un lien entre la mâchoire et la qualité du sommeil. Nous prenons par exemple le cas des personnes qui ont des mâchoires du bas, c'est-à-dire la mandibule assez reculée. Ces personnes-là ont du mal à respirer par le nez comme il faut. Du coup, ce genre de personnes, ils font ce qu'on appelle la respiration buccale. Parce que la langue, au lieu d'être en haut et permettre au vent qui quitte les poumons d'entrer et de sortir par le nez, cette langue-là va se positionner en bas pour permettre à la
bouche de s'ouvrir et de permettre ce qu'on appelle la respiration buccale. Cette respiration buccale-là ne favorise pas un sommeil réparateur parce que ce n'est pas la voie normale pour la respiration. Et du coup, les muscles qui sont en activité sont fatigués. Donc ce sommeil-là est plus fatigant que réparateur. Mis à part ces patients, nous avons les patients qui stressent beaucoup, qui sont anxieux et qui ont des pathologies des muscles. Ainsi donc, les muscles auront des signaux émis par le cerveau et étant inconscients, les muscles vont réagir et cela va entraîner une contracture des mâchoires. Cette contracture des mâchoires peut aller jusqu'à l'usure des dents, puisque les dents vont se frotter les unes contre les autres. Notons que c'est ces mouvements des mâchoires-là qui permettent quand même de parler, de manger, d'émettre ce genre de fonction. Du coup, ces mouvements exagérés vont entraîner des usures des dents, des bruxismes, et donc on va se réveiller avec la mâchoire fatiguée, des douleurs au niveau des articulations, et du coup, on est fatigué, le sommeil n'est donc pas réparateur puisque les muscles ont continué à fonctionner. Notons que cette activité des muscles, ce n'est pas seulement au niveau des mâchoires, mais aussi au niveau de tout le reste du corps. Du coup, la fatigue est plus ou moins générale au réveil. Pourquoi certaines personnes grincent-elles les dents uniquement la nuit? Plusieurs personnes grincent les dents uniquement la nuit parce qu'au cours de la nuit, c'est les moments où le cerveau, c'est-à-dire la partie inconsciente de notre cerveau, prend le dessus. Du coup, tout ce qu'il y a eu comme information au cours de la journée continue d'être traité. Du coup, le cerveau va entraîner des réflexes, des contractures des muscles. Donc, ces contractures-là vont entraîner des frottements au niveau des dents qui vont s'user ou peuvent même se casser par fragments. Aussi, le bruxisme peut être entraîné par un changement de climat, c'est-à-dire lorsque la température est trop froide, des températures plus basses, je veux dire, le corps réagit. Donc, pour contrecarrer par rapport à ça, les différents mécanismes du corps qui sont mis en place pour avoir un peu plus de chaleur vont favoriser ce bruxisme-là parce que les muscles vont se contracter et qui dit muscles contractés parle de bruxisme. Chez les enfants ou même chez certaines personnes dans certaines maladies, lorsque la température du corps est trop élevée aussi, nous avons la contracture des muscles qui peuvent s'installer. Docteur, est-ce que le stress peut-il aggraver les troubles du sommeil liés à la dentition? Lorsqu'un patient est stressé, même sans être endormi en journée, vous allez voir que c'est quelqu'un qui sera très concentré, où les muscles sont en activité au lieu d'être au repos, parce qu'il va serrer les dents pour ne pas que certainement quelqu'un d'autre remarque son stress. Et cette pression-là au niveau des dents va user ces dents-là en question. Le stress qui a été enregistré tout au long de la journée par le cerveau va être traité au cours de la nuit. Et vu que c'est involontaire, la partie involontaire de notre système nerveux qui va prendre le dessus au cours de la nuit, les réflexes vont s'activer et au lieu d'être au repos, les muscles vont continuer à travailler et cela va entraîner des douleurs. Ça peut entraîner des douleurs au niveau des articulations, les articulations des mâchoires, surtout en avant de l'oreille. Cela peut entraîner aussi des bruits à l'ouverture de la bouche et à la fermeture de la bouche. Cela peut entraîner des céphalées, des maux de tête au réveil et des micro-réveils parfois parce que le stress, on n'a pas fini de penser à quelque chose, je n'ai pas fini ce dossier, on se réveille de sursaut dans la nuit et on reprend. Comment un dentiste peut-il détecter un trouble du sommeil lors d'une simple consultation, docteur? Lorsqu'on regarde à l'intérieur de la cavité buccale du patient, on retrouve généralement des dents qui sont usées, c'est-à-dire qui sont limées. Les reliefs normaux des dents ne sont plus là. Une usure avancée, il y a des dents qui s'effritent tout seules, c'est-à-dire se cassent par endroits, des petits morceaux que parfois le patient retrouve et peut nous apporter. Il y a des problèmes de sensibilité qui s'installent parce que la dent qui devait être bien recouverte, là, elle commence à être mise à nu par l'usure ou par les cassures qu'il y a. Alors, comme vous pouvez le voir sur ces images-là, nous avons un patient qui a un problème d'usure des dents. Alors, par exemple, sur cette dent où il y a des cuspides bien dessinées, celle-là a commencé à s'user, ce qui fait que la couche blanche
qu'on a au départ a commencé à se limer pour laisser apparaître cette couche jaune qu'on appelle la dentine, qui est à l'origine des problèmes de sensibilité lorsqu'elle est exposée parce qu'elle n'est pas censée être nue. De même, les dents de devant qui commencent à se limer, à se rapetir, parce que normalement, elles ont de petites anfractuosités, un peu comme des dos d'âne. Et là, elle est toute plate. Elles sont toutes plates. Il y a des patients aussi qui arrivent avec des muscles, c'est-à-dire des douleurs à la mastication, des douleurs au niveau de la mâchoire, entre l'oreille et les mâchoires. Ces douleurs-là, c'est des patients qui vont se réveiller avec des bruits. C'est-à-dire que quand ils bâillent, ça fait des bruits. Clac ou cac. Okay. Voilà, des bruits de claquement ou de craquement, on dit. Voilà. C'est l'essentiel des signes que nous arrivons à retrouver qui nous permettent de détecter le bruxisme chez les patients. Mais comme autre problème aussi, on peut avoir des patients qui ont une inocclusion. C'est-à-dire que les dents ne se touchent pas, ce qu'on appelle la béance antérieure. Quand ils serrent les dents, devant c'est ouvert. Là, par exemple, nous avons des couleurs jaunes qui s'entremêlent à la couleur blanche comme un surplus. Ça, c'est du tartre. Okay. Le tartre est surtout favorisé lorsque les patients ont une respiration buccale. Parce que pourquoi? Il y a une sécheresse de la bouche qui s'installe. L'air passe par là, donc la salive est vite asséchée. Elle ne joue plus son rôle de nettoyeur buccal. Et du coup, on a facilement du tartre qui se forme. Le tartre qui est une calcification, c'est-à-dire les résidus d'aliments qui deviennent durs avec le temps, tout simplement. Et cette sécheresse buccale peut même aller jusqu'à entraîner des caries dentaires. Parce que le nettoyage automatique de la bouche qui se fait avec la salive ne se fait plus. Alors docteur, un mauvais positionnement des dents peut-il provoquer des réveils nocturnes ou des maux de tête au réveil? Bien sûr, c'est bien possible que des dents mal alignées ou une mâchoire un peu trop en arrière crée des réveils nocturnes. Comment cela s'explique? Pourquoi? Parce que, comme je le disais tantôt, une mâchoire en arrière va favoriser ce qu'on appelle une respiration buccale. Cette respiration buccale peut aller jusqu'à des pauses dans la respiration. Quelqu'un qui est là et qui, d'un coup, ne bouge plus, on ne voit plus de mouvement de sa cage thoracique du tout, et d'un coup, ça reprend, ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. Et quelqu'un qui fait une pause sans oxygène, on ne vit pas. C'est l'oxygène qui nous permet à l'organisme de fonctionner. Du coup, pas d'oxygène, pas de vie. Quand nous prenons par exemple un bébé qui fait ses premières éruptions dentaires, et nous retrouvons souvent chez eux ce qu'on appelle les signes d'éruption. Et puisque la dent doit faire percer l'os et la gencive avant d'apparaître en bouche, on a ce qu'on appelle l'inflammation qui peut se faire autour. Qui dit inflammation parle de rougeur et de douleur. Rougeur, chaleur, douleur, c'est les signes fréquents de l'inflammation. Donc, la bouche est chaude. Souvent, la maman, elle dit « Ah, docteur, la bouche de mon enfant est vraiment chaude. Il crie tout le temps parce qu'il a mal. » Cela va favoriser des réveils dans la nuit. La fièvre, il ne va pas bien dormir, il se réveille. Maman doit lui donner un antidouleur, doit le dorloter avant qu'il ne se rendorme. Et très tôt, il se réveille encore à nouveau. Et chez les grands enfants, on peut avoir ce problème-là. Il y a le stress. Et comment est-ce qu'on peut parler de stress chez les enfants? Bien sûr, le manque d'attention des parents dû à l'absence ou au travail des parents, les moqueries à l'école, parce que peut-être il n'a pas les dents bien alignées, parce que peut-être il a des caries qui ont fait que ses dents n'ont pas des couleurs noirâtres par rapport à ses camarades. Cela peut créer du stress chez l'enfant, et ce stress-là va se manifester par des contractures des mâchoires, des muscles de la mâchoire plutôt. Et ce stress-là peut se manifester par des grincements de dents. Donc, il y aura la fatigue au réveil, les yeux cernés. Les enfants qui sucent le pouce aussi à la maison. Les dents ne sont pas bien entremêlées les unes aux autres. Il y a de l'espace, la respiration buccale va s'installer et du coup, il n'aura pas un sommeil réparateur aussi. À quel signe faut-il consulter un dentiste, un chirurgien dentiste plutôt qu'un médecin généraliste? Alors, lorsqu'on se réveille avec des douleurs au niveau des articulations,
il faut consulter son dentiste. Lorsqu'on se réveille et on constate que lorsqu'on ouvre la bouche et qu'on ferme, il y a des bruits qu'on entend, crac ou clac, souvent, il faut consulter son dentiste. Des fois, en mangeant, on retrouve un morceau de dent. Ou lorsqu'on prend trop chaud ou trop froid, les cas de sensibilité dentaire, il faut consulter son dentiste. On constate que plus on prend de l'âge, plus les dents sont en train de se limer. On ne comprend pas pourquoi, il faut voir son dentiste. On a un enfant qui n'a pas les dents qui s'alignent comme il faut, il y a de l'espace quelque part, ou que sa mâchoire inférieure est trop derrière, il faut consulter un dentiste. Et lors de la nuit, on surveille un enfant et on remarque qu'il ne respire pas bien, soit il ouvre la bouche pour respirer ou qu'il fait des pauses en respirant, il faut voir un dentiste. Que ce soit un enfant ou un adulte, quand on constate cela, ou lorsqu'il est endormi, il fait des bruits de grincement de dents, il faut voir un dentiste pour identifier la cause et mettre en place les traitements qu'il faut. Quelles sont les solutions que vous proposez aux patients qui souffrent justement de troubles de sommeil liés à la dentition? Bien sûr, il faut déjà identifier le trouble dont le patient souffre. Et pour ça, il faut voir son dentiste. Et si c'est lié à la respiration, c'est-à-dire qu'on constate des pauses pendant le sommeil ou une respiration buccale chez l'enfant ou chez l'adulte, il faut voir l'ORL. Et donc, le dentiste est à même de proposer des solutions comme la gouttière, lorsqu'il s'agit de bruxisme, c'est-à-dire lorsque les dents se frottent trop, de proposer des obturations, c'est-à-dire de redonner de bonnes formes aux dents qui sont cassées pour permettre quand même un bon engrainement au niveau des dents et permettre à la mâchoire de quand même faire les fonctions pour lesquelles elles ont été mises en place, c'est-à-dire manger, parler et tout ce qui va avec. Docteur, est-ce qu'on peut prévenir les troubles du sommeil? Oui, on peut prévenir les troubles du sommeil. En agissant sur quel facteur? Le stress. D'accord. Revoir son programme, son agenda, avoir des activités extra-professionnelles qui nous permettent de nous détendre, favoriser chez les enfants les relations parents-enfants. Nous avons l'appareil, la gouttière, qui permet d'éviter le bruxisme. Nous avons aussi l'orthèse d'avancée mandibulaire. Lorsque la respiration buccale est très avancée et qu'elle crée l'apnée du sommeil, on peut, avec l'orthèse d'avancée mandibulaire, corriger la respiration buccale du patient. Plus loin, l'ORL nous permet de détecter les problèmes respiratoires plus avancés et de mettre en place des solutions pour corriger l'apnée du sommeil chez les patients. Bien dormir, c'est vital. Alors, devant l'inhabituel, faire recours à un professionnel de santé. Merci Christelle Tongodo qui est allée à la rencontre du docteur Adabounou Fafa, chirurgienne dentiste. Avec elle, on a tenté de répondre à une question. J'espère que vous avez trouvé la réponse à cette question en suivant ce sujet, sommeil perturbé, et si les dents y étaient pour quelque chose. À présent, on va amorcer la dernière ligne droite de cette émission et allez tout de suite retrouver Marvin Promise à Inado. Le droit à l'image, quand peut-on te filmer? C'est une grosse interrogation à laquelle elle va répondre ce matin. Bonjour Marvin. Bonjour Rachida. Bonjour, alors, merci d'être avec nous ce matin. Merci de toujours nous éclairer. À cette question, on répond quoi? Mais avant, le droit à l'image, c'est quoi exactement? Bon, le droit à l'image, c'est un droit fondamental que dispose toute personne pour ne pas être filmée sans son autorisation. Donc au Bénin, ce droit est rattaché à la dignité humaine, au droit aux dispositions numériques et à la vie privée. Donc là, maintenant, pour résumer plus clair, le droit à l'image, c'est la possibilité qu'a une personne de dire non, je ne veux pas que mon image soit postée, je ne veux pas que mon image apparaisse dans des captations, je ne veux pas que mon image soit utilisée.
C'est ça. Alors, ça veut dire que pour que l'image soit utilisée, il faut au préalable une autorisation, c'est ça? C'est ça. De la personne concernée? Effectivement, c'est ça qui est très important. Pour qu'une image soit diffusée, il faut des autorisations données. Et c'est surtout... Elle est obligatoire. Elle est obligatoire. Et c'est surtout les autorisations sur des images identifiables. Nous allons sur un événement où un photographe capte une image de Mme Rachida, très identifiable. C'est qu'avant de poster cette image-là, le photographe doit prendre l'accord de Mme Rachida pour dire cette image va être utilisée à des fins publicitaires, cette image va être utilisée pour être relayée sur les réseaux sociaux, cette image va être utilisée pour faire telle ou telle chose. On ne découvre pas son image comme cela, non? Il faut une autorisation préalable. Il faut une autorisation de celui qui a pris l'image-là. Et c'est ça que je dis, c'est dans le cadre quand la personne est identifiable ou quand la personne va être utilisée pour des fins commerciales, publicité, promotion et autres, ou quand c'est pour faire du divertissement. Aujourd'hui, on assiste à des vidéos de personnes prises juste dans un cadre donné et les personnes sponsorisent ces publicités-là parce que la personne qui a été prise est une personnalité publique, par exemple, qui a de la forte audience. Ouais. Et juste parce que son image est susceptible d'apporter de l'audience également, on utilise cette vidéo-là parce qu'on se dit, comme elle est connue, j'utilise ça sans rien. Mais normalement, il faut une autorisation pour utiliser l'image de quelqu'un. D'accord. Et est-ce qu'il y a des exceptions, on va dire, à cette règle? Quand est-ce que l'image peut être exposée sans autorisation? Là, je vais parler plutôt de quand c'est par rapport à l'actualité ou à l'information. C'est-à-dire que l'image peut être diffusée sans autorisation si elle sert à informer le public. Une conférence de presse qui a été organisée. Elle est publique? Qui a été organisée, une annonce générale. Par exemple, les séances de décryptage de vote, ce sont des images qui peuvent être utilisées sans forcément d'autorisation, parce que ça entre dans le cadre d'actualité et d'information. Également, quand ce sont des foules et ce sont des plans larges, quand ce sont des prises de photos vraiment larges, on ne peut pas reconnaître. On ne distingue pas forcément les individus voilà. qui... Ça peut être utilisé pour être posté sur les réseaux sociaux sans forcément avoir d'autorisation préalable. Et là, maintenant, pour enchérir, quand ce sont des personnalités publiques, des personnes qui sont dans l'exercice de leur fonction. Ça peut être pris, les photos peuvent être prises, mais ça dépend encore. Il ne faut pas prendre les personnalités publiques dans des cadres qui ne sont pas dans leur cadre de travail, quand ça touche à leur vie privée. Dans des positions vraiment dans pas des du positions tout, voilà, humiliantes. Ça, c'est pas bon. Donc, ce sont ces trois angles-là. Quand on prend, par exemple, le chef de l'État, on peut utiliser son image On peut utiliser l'image du chef de l'État quand il est dans la posture du chef de l'État. Mais dès que ça quitte le volet chef de l'État et qu'on se met à voir l'image du chef de l'État sous une publication avec « venez acheter mon produit » ou son image est utilisée sur la couverture d'un livre ou sur la couverture ou bien dans le contenu d'un document, au préalable, la personne qui a fait ce livre doit demander l'autorisation du chef de l'État avant d'utiliser son image pour toute fin promotionnelle. Parce que là, c'est que ça quitte le côté personnalité publique, mais ils sont en train de commercialiser l'image du chef de l'État. Ce qui nécessite normalement un droit, une autorisation plutôt. Voilà qui est clair. Et quels sont les cas spécifiques des réseaux sociaux au Bénin, Marvin? C'est ça que je viens de dire. Aujourd'hui, on filme les événements, on fait des pains identifiables. Chaque fois, maintenant, on veut poster des vidéos qui font de la viralité, surtout quand les personnes ou les personnalités sont dans des cadres qui ne sont pas forcément intéressantes. Quand elles sont en train de se disputer ou quand il y a un problème, on capte très vite ces instants-là pour faire de la viralité avec les réseaux sociaux. Et ça, ce n'est pas vraiment l'idéal. Parce que là, on est en train de toucher, de tenir atteinte à la vie privée de ces personnes-là. Donc, on filme pour la visibilité, on filme lors des événements sans pour autant faire des plans larges. Donc, on fait des plans focus et identifiables. Il y a eu un problème tout récemment où un vidéaste a posté une vidéo d'une fille qui était présente lors de la visite de Aisha Speed. Et ses parents ont vu la vidéo, mais la vidéo a fait déjà près de 1 million de vues. Ils ont appelé, il a reçu près de 50 appels en absence. Supprimez la vidéo de ma fille sur votre page, parce que sinon, on va porter plainte contre vous. Et ça a été supprimé parce que techniquement et légalement, il n'a pas le droit de filmer. Elle était en mauvaise posture ou Elle était en mauvaise posture parce que lui, il filmait Aisha Speed, mais la fille était derrière, mais faisait autre chose. Très bien. Donc, dans la vidéo, on pouvait identifier la fille clairement en train de faire
autre chose. Et là, les parents ont vu la vidéo de leur fille. Et il a dû supprimer... Il a dû supprimer sa vidéo. Ça me rappelle aussi cette influenceuse ivoirienne qui a été filmée dans une position vraiment délicate. Elle était saoule. Et c'était à l'occasion d'un concert. Ouais. Et elle est apparue dans la vidéo, mais en état d'ivresse totale. Du coup, c'était pas du tout beau à voir. C'est ça. Et c'est souvent donc, ça il qui faut est vraiment plus capté. éviter de faire ce genre de choses. Mais comme vous le dites si bien, Marvin, c'est la recherche de buzz qui fait souvent, qui amène souvent certains individus à filmer ce genre de scène. Oui. C'est à décourager. C'est à décourager parce que la loi sanctionne ça. Le code du numérique, c'est ce que je viens de le dire. Le code du numérique sanctionne toute personne qui utilise l'image d'autres personnes parce que c'est considéré comme l'atteinte à la vie privée ou à la dignité humaine. Parce que tant que ton image ne t'appartient pas, tant que l'image que tu utilises ne t'appartient pas, c'est comme si tu es en train de c'est que tu commets une infraction. C'est comme d'autres personnes qui prennent des photos et toi, en tant que personne sur les réseaux sociaux, tu prends l'image captée par autre personne et tu rognes la signature de cette personne-là. C'est également une forme d'atteinte à la propriété intellectuelle. Mais alors, j'ai une question. Je ne sais pas si c'est en lien avec ce dont nous parlons. Souvent sur Facebook, il y a des gens qui te taguent. Il y a des gens qui te taguent sur des vidéos, parfois des personnes que tu ne connais, ni d'Adam, ni d'Ève, qui te taguent. Est-ce que c'est correct, ça? Normalement, ce n'est pas correct. Et la meilleure manière pour éviter ça, c'est de bloquer vos identifications. C'est-à-dire que sur Facebook, on a la possibilité de refuser à des personnes que vous ne connaissez pas de vous identifier, par exemple. Parce que les personnes, là, c'est que quand elles font des posts, elles veulent taguer tout le temps le @follower ou le @ à la une. Et quand elles appuient @, les noms qui apparaissent en première position, elles cochent. Et vous, si vous n'avez rien à faire avec ça et que le contenu n'est pas en accord avec votre valeur, c'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une posture qui n'est pas forcément bonne pour vous. Donc la meilleure des choses, c'est de bloquer, de désactiver votre identification pour que toute personne qui n'est pas amie avec vous ou qui n'a pas un lien direct avec vous ne puisse pas vous identifier sous ces posts-là ou sur tout contenu qu'elle fera. Je pense qu'on va proposer un contenu là-dessus et montrer de façon pratique. Et ça va même parfois au-delà. On va y revenir. Merci Marvin pour ces conseils ô combien utiles. Et à présent, vous alertez et vous dites ce matin à tous ceux qui nous regardent, attention à l'arnaque. C'est ça. Le Centre national d'investigation du numérique a posté la dernière fois, tout récemment, une arnaque qui se passe actuellement avec la Direction générale de la douane. Des personnes qui se font passer pour la douane au Bénin, qui sont en train de vendre des choses. Alors, c'est fortement recommandé aux personnes de ne pas interagir sous ces posts-là, de ne pas partager les posts et de ne pas payer en ligne. Parce que il est important de faire la distinction entre les vraies pages et les fausses pages. Le Centre national de la douane a forcément le logo, de la République du Bénin quand elle fait des contenus. Et quand on voit des pages comme celle-ci, ça se voit clairement que ce n'est pas une page légale ni étatique. Donc il faudrait vraiment faire attention, ne pas se fier uniquement à un post sponsorisé pour pouvoir payer en ligne ou se dire qu'il y a de la vente aux enchères, il y a des opportunités au Bénin. Il faudrait vérifier les sources et confronter les informations pour ne pas se faire arnaquer au maximum. Et j'invite tout le monde à s'inscrire et à suivre la page du Centre national d'investigation du numérique où les actualités sont partagées chaque fois sur les fake news. C'est ça. Voilà, c'est intéressant. Franchement, on rencontre n'importe quoi sur les plateformes. Il faut vraiment être vigilante. Très vigilant. Très vigilant, Marvin. Oui, c'est très important. On est dans un monde hyper connecté. On voit tout. Il y a du bon, il y a du mauvais. On a parfois même du mal à faire le tri. Et c'est la raison d'être d'ailleurs de cette rubrique éducation aux médias pour vous dire, allez, attention. On ne clique pas sur tout, on ne valide pas tout ce qu'on voit. Il faut en toute chose de la prudence, n'est-ce pas, La prudence Marvin? et de la vérification. Quand il y a une information qui est partagée,
il faudrait voir si réellement la meilleure des choses, c'est de vérifier sur Google. Et sur Google, il y a forcément en fait, différents articles qui vont parler de la même chose. Pour pouvoir confronter les informations, il faut vérifier si les informations ont été partagées par plusieurs médias et articles ou plusieurs médias traditionnels. Pour pouvoir voir si c'est vrai ou si c'est faux. Parce que Facebook, que ce soit TikTok, tout le monde peut se lever et créer du contenu au nom de la SRTB, par exemple. Mais il faudrait voir si c'est vraiment la SRTB qui est derrière cela. Et c'est comme les duplicata de sites, où on voit des sites de personnalités publiques dupliqués, où on amène les personnages à acheter en ligne. Il faudrait vraiment faire attention, ne pas cliquer sur tous les liens pour se faire vider les comptes bancaires ni les comptes mobile money. C'est très important. Merci Marvin de nous avoir édifié ce matin. C'est une rubrique très enrichissante. Et donc, ce sera tout, Marvin? C'est déjà fini, hein? Oui, ce Ça sera va très vite, ce Bonjour le Bénin. Très vite. Je te laisse conclure? Oui, pas de Ah oui, problème. vas-y, conclue. Alors, comme, c'est un plaisir pour moi de... Bah, tu vois finalement que l'exercice n'est pas simple. Hein? Non, c'est pas simple. Mais vas-y, conclue l'émission. Je vous donne la place? Non, vas-y, fais-le. Je vais essayer, chers téléspectateurs. C'était un plaisir pour nous de vous avoir donné toutes ces informations aujourd'hui sur Bonjour le Bénin. Et on vous retrouve demain pour de nouvelles informations, pour de très belles rubriques et pour des informations pertinentes. Alors, à demain. À demain.